Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Cette semaine, Catherine Stassin amène son sujet, la communication implicite. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte propose sortir de l'indécision. On a un petit spécial cette semaine, on a un espresso en prolongation. Le sujet, les conspirationnistes ont-ils raison? Bienvenue à Folie douce. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Bonjour Catherine Stassin. Bonjour Yvan. Merci encore d'être avec nous au studio comme ça arrive souvent, puis on est toujours bien heureux de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de communication d'une façon un peu différente. Comment tu veux amener ton sujet de cette semaine? En fait, on se rend compte que quand on parle, on joue un petit peu à cache-cache. Oui. Parce que quand on parle, le message n'est pas toujours explicite. C'est-à-dire que quand je te parle, peut-être je fais un effort à la radio justement pour que les mots que j'exprime expriment exactement ce que je pense. Mais dans la communication quotidienne, c'est pas toujours le cas. Il arrive qu'on doive un petit peu deviner les propos de l'interlocuteur. Et donc, on va un petit peu jouer à cache-cache. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va devoir un petit peu comprendre, un petit peu l'observer et puis revenir dans la conversation pour comprendre ce que la personne veut. Mais pourquoi on agit comme ça? Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus simple? Pourquoi c'est comme ça? Comme une machine qui communique juste l'essentiel ou qui fait l'action essentielle à sa tâche, disons. Nous, notre tâche, c'est le message qu'on doit transmettre, mais on ne va pourtant pas se réduire aux données brutes qui donnent un message complet. On va pas... C'est notre langage, c'est l'être humain, c'est comme ça. En fait, on va y mettre du subtil, du caché. On va devoir mettre des choses que les gens vont deviner, que les gens vont déduire. Et pourquoi on fait ça? C'est quand même une question intéressante. Nous ne sommes pas des robots. Et non, et surtout pas dans le langage. Sûrement les robots, peut-être qu'un jour, avec l'intelligence artificielle, les robots vont avoir de la nuance, mais pas autant que les êtres humains, jamais, je pense. Non, ChatGPT a déjà de la nuance dans l'écriture. Quand vous lui dites « reformule-moi ça », etc. Mais ça reste que l'esprit humain, puis la nuance, puis comme tu disais tantôt, un peu les états d'âme. Laissez-nous quelque chose. Oui, laissez-nous quelque chose. On est des êtres humains. On ne peut pas se faire voler notre humanité. Non, j'espère que non. Ouais. Et donc, en fait, ça a des objectifs qui sont plus ou moins conscients et aussi plus ou moins clairs. Oui. Donc, je vais prendre des exemples parce que c'est ce qui est le plus rigolo quand même pour comprendre que si... Exemple, je veux t'influencer ou te faire réagir. Oui. On pourrait t'appeler Catherine l'influenceuse. Oui, et je dis, oh Yvan, j'ai vu un beau manteau dans la vitrine. Oui, là, je te ce midi. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Moi, je te dirais où ça? Je serais curieux de savoir où. Voilà, mais tiens, est-ce que mon message, c'est juste, il y a un manteau dans la vitrine qui est pas mal, ou le message, c'est... Oh mon Dieu, j'ai sacrément envie de me l'acheter. Parce que déjà, t'intéresses plus l'interlocuteur, en l'occurrence moi-même dans cet exemple. Mais c'est vrai que je me dis, il y avait quoi de spécial? Il était vert lime ou il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? On va avoir une discussion, tu vas m'intéresser à... Exact. Et d'autant plus si j'étais ta fille et que tu étais mon père et que je dis, oh, j'ai vu un beau manteau dans la vitrine. Et donc, le ton... Là, la manière de formuler... Combien? La question serait combien? Je passe en fait un tout autre message que juste ce que je verbalise. Oui, c'est la nuance. On est d'accord? Oui, absolument, on comprend. Ouais. Maintenant, il y a des buts émotionnels, s'amuser, se rassurer, s'affirmer ou inquiéter aussi quelqu'un d'autre. Donc, la manière dont on va poser une phrase, nos choix de mots et notre façon de le dire, ça va ou simplement donner une information, être purement informationnelle, ou si on le dit à la blague, on se rend compte qu'on est en train de s'amuser et que je te prépare une blague. Ouais. Par exemple, j'ai complètement oublié ma chronique aujourd'hui. Ouais. Là, tu me fais marcher. Voilà, je te fais marcher j'ai parce peur que un peu, puis finalement, je me dis, non, c'est une blague, OK. Et non, voilà. Fiou. Donc, voilà, mais on est sauvés. Dans l'exemple du manteau, peut-être que c'est un manteau très excentrique, fait que tu me prépares à m'arriver avec le punch. Là, voilà. Et peut-être que ton enfant m'a fait comprendre que c'est un beau manteau pour l'enfant aussi, mais un peu cher.
Enfin, soit. Il y a toute une intention qui peut être mise et un état d'esprit. Ouais. Alors, ces indices sont plus ou moins clairs, plus ou moins évidents, ceux que je viens de te donner, dans le ton de la voix et dans le vocabulaire que je vais employer. OK? Et selon le contexte, c'est sûr que les sous-entendus vont pouvoir être différents. C'est-à-dire que si je dis, je vais prendre un exemple, tu sais quoi? J'ai vu la femme de Robert au centre-ville. Oh, et je mets une pause. Est-ce qu'elle était censée être au centre-ville? Est-ce qu'elle était seule? Est-ce qu'elle était seule? Ce serait ma question. Si c'est la femme de Robert. Est-ce que Robert était à son bras ou c'était quelqu'un d'autre? Voilà, c'est ça. Donc, ça, on se rend compte. Tu laisses sous-entendre qu'il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Et même en étant moins évidente que ce que je viens de faire, hein, ça peut aussi être lâché comme ça, de manière un petit peu même sadique, hein, de la part d'un collègue qui veut vous faire du tort ou des choses comme ça. C'est ça, l'ironie des fois, là, qui peut sortir, Et même, ça peut être aussi innocent, admettons de nouveau, si tu as un enfant qui dit « Oh, et vous passez dans une galerie marchande, et puis oh, le chandail est drôlement beau, le chandail de hockey. » Et son anniversaire est dans 5 jours. L'adolescent n'est pas innocent non plus dans ce message. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire évidemment attention parce que tout ce langage qui est fait de blagues, de métaphores, d'intonations, il n'est pas explicite. D'accord? Donc, on connaît tous quelqu'un, et peut-être que tu pourras me parler là maintenant, qui ne comprend pas toujours ce message. Le deuxième niveau, puis des nuances, effectivement. Voilà. Non, c'est vrai, c'est pas tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde, ou des fois, on est dans une disposition d'esprit telle qu'on va pas le comprendre. Non. On est fatigué. On pense à autre chose. On n'est pas ouvert à ça, ce jeu-là, là, si on veut. Donc, on enregistrait un part. Ah oui, la femme de Robert était en ville. Ah oui, il y a un beau chandail, galerie Intel. C'est ça. C'est tout. On reste de base. Les pâquerettes. Oui, c'est ça, exactement. Non, effectivement. Mais donc, si on veut être vraiment explicite et dans une communication que l'on veut fluide, dépendant s'il s'agit de conjoints, par exemple, ou de collègues, on va essayer d'être vraiment explicite et d'éviter un peu trop le flou ou les omissions. Ouais. Je ne dis pas que ça ne peut pas être le cas tout au long de la vie, mais il y a des fois où il faut faire attention à notre flou, attention à notre omission. Et ça dépend à qui on s'adresse. Si on sait que la personne est déjà habituée de comprendre ce niveau-là de langage. Voilà. On peut s'adresser à cette personne-là, mais ça dépend. Là. Je donne un autre exemple. Si je dis « Oui, je suis prête, j'arrive ». Oui. Alors, comment ça peut être interprété? Ça dépend qui le reçoit. Si c'est quelqu'un qui est dans la voiture et qui t'attend depuis une demi-heure. Voilà. Et puis, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire « Oh, j'arrive, je suis prête ». Et qui arrive jamais. Et qui arrive une demi-heure après. C'est ça, là. Fait qu'à ce moment-là, ça peut provoquer des petites tensions. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire attention et essayer. Oui, on peut être diplomate et vouloir faire plaisir à l'autre, mais c'est pas en disant « Je suis là dans 5 minutes et être là 30 minutes. » C'est ça. Ça va faire plaisir à personne. Non. Donc, on va essayer vraiment d'être assez explicite. Et pour certains, il faut simplement le dire absolument. Et donc, donner un message. Voilà, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que je serai en retard de 30 minutes. Ouais. Je suis en train de me préparer, mais j'ai oublié de faire ceci et cela encore. J'arrive, d'accord? Donc, c'est important que l'autre, à ce moment-là, il va bien décoder mon message, puisque je lui ai donné du contenu suffisant. Je n'ai pas fait trop d'humour, je n'ai pas été trop flou. Ouais. Et si je dis aussi « Oh, j'ai encore tout à faire », qu'est-ce que ça veut dire? Ou disons, j'ai tout fait, j'ai terminé, j'ai tout fait. Comment ça peut être interprété? Encore là, ça dépend de la situation. Si c'est... Oui. C'est ça. Si on s'attend de la personne qu'elle ait accompli des choses, puis on a l'impression qu'on attend... Tu mets le doigt dessus. C'est qu'en situation de travail, on va plutôt dire j'ai terminé telle et telle tâche. Je considère donc avoir accompli ce pourquoi tu m'as demandé de venir. Ouais. Est-ce que tu es
autre chose à ajouter, etc. Donc, juste dire « Ah, ça y est, j'ai terminé », etc. C'est pas assez satisfaisant si on veut que le message soit explicite. Ouais. D'accord ? On peut avoir ce qu'on appelle des messages de rapprochement aussi. Bon, ça, c'est assez connu en communication positive. On dit « Oh, je te comprends. D'accord, oui, bien entendu. » Donc là, on montre qu'on est à l'écoute, qu'on comprend l'autre, qu'on enregistre le message, mais on peut aussi le reformuler. C'est encore mieux pour lui dire « On a compris ce que tu me demandais. » Parce que si on continue à être dans le flou, on va effriter notre confiance, la confiance de l'autre personne dans notre personne. Il faut faire attention à ça. En même temps, on est sûr, Yvan, et moi je veux le dire la première, personne ne contrôle parfaitement ce qu'il dit. Et donc, ou la manière dont on le dit. Et quand bien même, moi j'ai tendance à faire un peu de l'humour, mais sans que les gens sachent toujours que c'est de l'humour. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle du pain sans rire. Ouais. Où il faut être sûr que la personne en face comprenne qu'on est vraiment dans cette phase-là. C'est pas toujours le cas. Et aussi, tantôt, tu l'as un peu abordé, mais il y a certaines personnes, spécialement, qui ont des problématiques de santé mentale. Je ne veux pas stigmatiser ces gens-là. Non. Il y a des gens qui comprennent moins le niveau subtil et des fois, ça peut mal passer des choses. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on s'adresse. Voilà, on va vite le comprendre en général si la personne accepte ou en tout cas, on va voir à sa réaction si elle absorbe notre humour ou pas. Si ça connecte ou pas. Là, oui, c'est ça. Ouais. Sinon, il faut s'ajuster. Là. Donc, en fait, l'idéal pour être sûr qu'on a une communication qui passe, c'est aussi de s'intéresser à l'autre et de voir s'il a compris. Ouais. On peut, comme j'ai dit, clarifier nos buts, c'est-à-dire que, voilà, j'ai terminé, mais j'ai fait X tâches. Donc, on communique très précisément. Et à ce moment-là aussi, on peut corriger. On dit « Oh, excuse-moi, voilà, je voudrais te ajouter quelque chose. Je n'ai pas pensé à te dire que... » Et on ajoute une précision sur ce qu'on n'avait pas dit auparavant. Il faut aussi s'entraîner, ça ne vient pas tout de suite en fait. Hein. Donc on peut essayer un petit peu dans notre quotidien pour des bêtes petites choses ou en demandant un billet de métro tout simplement, etc. Moi, ça m'arrive souvent de demander 2 allers-retours, s'il vous plaît. Vous allez me dire, c'est tout simple. 2 allers-retours. Okay. Et la personne me donne toujours un seul billet aller-retour, comme si elle comptait le 2 dans un aller-retour. C'est ça. Donc il faut... préciser dès le départ. Maintenant, j'ai bien compris que, je sais pas, il y a quelque chose qui brouille les gens. Là, je reformule. Ils ont l'impression que oui, tu veux 2 billets, mais en réalité, c'est 2 fois je veux 2 fois un aller-retour, là, pour être tranquille. C'est ça. C'est vrai, ça peut porter. Et voilà. Donc, les malentendus sont évidemment évitables. Et c'est important de rassurer notre interlocuteur ou nos interlocuteurs et de s'entraîner par des simples petites conversations, comme je dis, au métro, à l'épicerie. On verra que les gens apprécient beaucoup, en fait, qu'on fasse attention à ce qu'ils disent et à la manière, nous, dont on communique. Et c'est pas qu'il faut devenir complètement névrosé à ce sujet-là, mais c'est important de prendre conscience de la manière dont on communique et est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est adapté à notre interlocuteur? Ouais. La communication est tellement importante. Des fois, on la prend pour acquise, la communication. Mais ça a une importance, là, que ce soit... Oui, c'est vraiment important. On sait que ça, c'est pour les politiciens, qu'en fait, les gens ne retiennent pas le discours, mais c'est plutôt le langage corporel. Ouais. Et un tout petit pourcentage. Donc, dans la vie conversation courante... c'est important d'être clair. Merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique un peu différente. La communication implicite, mais on a pu échanger un peu sur ça. On a communiqué là-dessus. Alors, merci d'avoir amené ce sujet-là. Et à la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, sortir de l'indécision. Oui, un sujet qui peut être, c'est-à-dire l'indécision, ça peut être pas mal angoissant, je pense. Alors, j'ai trouvé cet article qui parle de ce sujet, un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « L'indécision, qu'est-ce que c'est et comment s'en sortir ?» J'ai trouvé ça sur le site qui s'appelle maxpiccini.com. Alors, c'est un article écrit par ce même monsieur du nom de Max Piccini. C'est un entrepreneur à succès, un mentor
et j'espère non pas un menteur. Oui, j'espère. Un mentor, auteur best-seller, c'est un coach de renommée internationale. Il a déjà accompagné plus de 160 000 chefs d'entreprise dans plus de 25 pays à travers le monde et touche plus de 7 millions de personnes sur les réseaux sociaux chaque mois. C'est un petit peu plus que nous, Folie douce. À peine. Par très peu. Oui, par très peu. Alors, ce monsieur Piccini nous dit: vous êtes-vous déjà retrouvé paralysé à l'idée de prendre une décision importante? Préférez-vous suivre l'avis des autres plutôt que d'avoir à choisir? Cet état d'esprit porte un nom, il s'agit de l'indécision. Sans vous en rendre compte, cette incapacité de faire un choix est un véritable boulet que vous traînez. Cette constante incertitude vous bloque et vous empêche de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. L'indécision se traduit par l'incapacité de faire un choix. Des choix, vous devez en faire tous les jours. Du plus anodin, comme par exemple, quel pantalon vais-je porter aujourd'hui, au plus complexe, comme par exemple, quel chemin vais-je prendre dans mon business. Vous êtes constamment confronté à ces prises de décision qui, quelquefois, vous donnent du fil à retordre. Peur de l'échec, peur d'offenser ou encore peur du regard des autres, ce qui vous pousse à l'indécision est en réalité une véritable source de mal-être et une confrontation à vos propres angoisses. Et même peur de se tromper. Tu sais, des fois, on a peur de faire le mauvais choix, la mauvaise décision. Ça fait qu'on reste dans les décisions. Oui, ça angoisse les gens des fois de savoir quoi choisir. Là. Sûrement. Alors, devant un choix difficile, M. Piccini nous dit, vous posez 1001 questions. Vous essayez tant bien que mal d'anticiper les conséquences de tel ou tel choix. Ceci peut se révéler particulièrement angoissant, surtout lorsque vous vous retrouvez face à plusieurs décisions difficiles à prendre au même moment. Face à cette incertitude, vous pouvez au contraire avoir l'impression de contrôler la situation. Ne pas faire de choix vous donne l'illusion de vous trouver dans un certain confort. Pourquoi tenter le diable en risquant de faire le mauvais choix? M. Piccini nous dit indirectement, vous espérez même que vos proches prennent le taureau par les cornes et décident à votre place. C'est une certaine forme de couardise, non? L'indécision peut toucher chacun d'entre nous. Toutefois, certains sont plus touchés que d'autres. Alors, M. Piccini nous propose 3 groupes d'individus. Par exemple, premièrement, une personne au caractère perfectionniste. Cherchant à tout prix l'excellence, cette personne aura tendance à analyser en profondeur une situation avant de prendre sa décision. Ceci n'est pas une tare en soi, car dans certains cas, cette prudence amène à de meilleurs choix. Néanmoins, à trop vouloir la perfection, cette personne n'agit pas. Mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est un proverbe que j'ignorais. Il faut le garder en note. Peut-être mieux vaut fait que parfait. Oui, c'est vrai. Deuxième groupe d'individus qui serait peut-être plus enclin à l'indécision, c'est un adulte ayant hérité de ce trait de caractère. Ayant grandi avec des parents eux-mêmes indécis, cette personne possède un schéma de pensée similaire. Si elle souhaite avancer, il est indispensable qu'elle se détache de cette croyance. Et finalement, un troisième groupe susceptible à l'indécision, c'est une personne voulant plaire à tout le monde. Enfant, on lui a répété que le regard des autres était très important et que faire plaisir était primordial pour être aimé. Cet état d'esprit pousse indirectement à l'indécision et force à croire que se calquer sur la vie des autres est préférable. Sortir de ces schémas de pensée malsains et oser vous affirmer tel que vous êtes est votre souhait. Un événement exceptionnel peut vous libérer de vos peurs et de vos croyances. Maintenant, M. Piccini nous dit: quelles sont les conséquences de cette incertitude? Poussée à l'extrême, l'indécision est néfaste, tant pour vous que vos proches. Un indécis aura en effet beaucoup plus de difficultés à affirmer et assumer ses choix. Il sera perçu comme une personne au caractère effacé. C'est quelqu'un à qui on ne demande plus son avis, puisque l'on sait pertinemment qu'il répondra quelque chose comme vous voulez » ou « ça m'est égal, choisissez pour moi ».
car c'est un fait établi, faire preuve d'une indécision constante vous pousse à l'immobilisme. Englué dans vos sempiternelles réflexions, vous n'avancez pas vers vos objectifs. Or, M. Piccini nous dit, je l'ai toujours dit, le passage à l'action est primordial pour pouvoir vivre la vie dont vous rêvez. Pour vos proches, la situation peut être plus ou moins difficile à vivre. En les poussant à prendre une décision à votre place, vous leur transférez la responsabilité de vos actes. Parfois, lassés de votre attitude, certains choisissent tout simplement de prendre de la distance. D'autres peuvent réagir avec colère, vous forçant à faire ce choix que vous repoussez sans cesse. Donc, pour vous aider à faire face à vos responsabilités, il est préférable que vos proches adoptent une toute autre attitude. Ils peuvent ainsi peser avec vous le pour et le contre, ou encore dédramatiser la situation. Même si vous échouez, vous serez en mesure de rebondir. Mais je vais continuer tantôt. Oui. Yvan. Bientôt, d'ailleurs, après la pause, on va poursuivre avec l'Espresso allongé et ce même sujet, sortir de l'indécision très bientôt. À venir dans l'émission, c'est l'Espresso allongé avec Pierre et la suite du sujet « Sortir de l'indécision ». Un peu plus tard, c'est un segment spécial « L'Espresso en prolongation » et la question « Les conspirationnistes ont-ils raison ?» Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous êtes à Folie Douce parce que la santé mentale nous concerne tous. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé. Et Pierre, le sujet que tu as commencé, qui est sortir de l'indécision. Oui, l'indécision qui apporte, je pense, beaucoup d'anxiété à beaucoup de gens. Un état qui n'est pas tellement agréable. Alors, j'ai choisi un article sur Internet qui s'appelle « L'indécision, qu'est-ce que c'est » et comment s'en sortir sur le site maxpiccini.com. Alors, écrit par un monsieur du même nom, monsieur Max Piccini, qui est un entrepreneur à succès et un... C'est un nom qui pitch, en tout cas. Pardonnez-moi le jeu de mots. Oui, et un coach de renommée internationale. C'est rendu vraiment la mode dans le terme coach. Je pense qu'on va tous s'appeler des coachs sur l'émission. Ben oui, on est des coachs peut-être en santé mentale. On pourrait s'inventer ça. Faut croire. Alors, je vais poursuivre la lecture de mon article, mais je vais devoir revenir un petit peu en arrière pour mieux vous situer. Alors, monsieur Piccini nous disait, pour vous aider à faire face à vos responsabilités, il est préférable que vos proches adoptent une toute autre attitude. Ils peuvent ainsi peser avec vous les pour et les contre, ou encore dédramatiser la situation. Alors, même si vous échouez, vous serez en mesure de rebondir, ou encore vous aider à faire le deuil du choix non pris, ou finalement vous soutenir après la prise de décision et dans les conséquences qu'elle implique. M. Piccini nous donne 6 conseils pour sortir de l'indécision. Il nous dit, même si votre indécision est un trait de caractère hérité de votre enfance, sachez qu'en travaillant sur vous, vous avez le pouvoir de changer. Le premier de ces conseils, c'est d'apprendre à se connaître. Il nous dit, pour sortir de l'indécision, la première chose que vous pouvez faire est d'apprendre à mieux vous connaître. Pour sortir de cet état d'esprit, savoir pourquoi vous agissez ainsi est primordial. Seul ou accompagné d'un coach en développement personnel, vous devez essayer d'identifier vos blocages. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous pourrez les briser et dépasser cette indécision chronique. Au-delà de l'identification de ces blocages, prenez conscience de vos préférences, de vos besoins et de vos objectifs. Identifiez vos forces et vos faiblesses et tirez-en parti. Au fil du temps, vous allez le constater, votre estime et votre confiance en soi augmenteront.
augmenteront. Vous éprouverez alors moins d'appréhension à l'idée de prendre une décision importante. Conseil numéro 2, se renseigner au maximum sur le sujet. Votre peur de l'inconnu joue une part importante dans votre indécision. Car il est vrai qu'une personne n'aime se confronter à quelque chose qu'il ne connaît pas. Pour éviter de vous poser trop de questions sans réponse, efforcez-vous de collecter le plus d'informations possible sur le sujet. Vous souhaitez devenir coach professionnel, mais n'osez pas vous lancer, renseignez-vous sur ce métier. Collectez des témoignages. Vous avez besoin de déléguer, mais avez peur de ne pas choisir la bonne personne. Assurez-vous de bien la connaître en lui posant le maximum de questions. Votre intuition fera le reste. C'est sûr que l'information, s'informer, sans que ça devienne maladif, ça prenne trop de temps, mais effectivement, en se posant des questions, ça va déjà nous faire connaître un peu plus la décision qu'on pourrait prendre. Ça va éclairer notre décision. Oui, et quand on est bien préparé, ça donne de l'assurance. Oui, absolument. Oui. Alors, conseil numéro 3, imaginez les conséquences et pesez les pour et les contre. L'indécision est une terrible source de stress. Pour en sortir, réalisez cet exercice. Isolez-vous dans un endroit calme et demandez à ne pas être dérangé. Muni d'une feuille et d'un crayon, écrivez noir sur blanc toutes les conséquences que pourrait engendrer votre choix. Pour chaque décision possible, pesez les pour et les contre. Imaginez tous les scénarios qui pourraient se produire, va vous permettre de dédramatiser la situation et de mieux évaluer les éventuels risques encourus. Pour cette étape, essayez d'être le plus neutre possible. Cela vous aidera dans votre prise de décision. Conseil numéro 4. Se laisser du temps. M. Piccini nous dit « Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Bien que je vous pousse à passer à l'action, je ne vous encourage pas à l'impulsivité. » Une décision importante se doit d'être réfléchie. Malgré tout, un temps de réflexion trop long n'est pas bon non plus. Pour vous aider, imposez-vous une date butoir. Le délai passé, prenez votre décision. Conseil numéro 5, Max Piccini nous dit « Assumez ses choix ». Au-delà de la prise de décision en elle-même, assurez-vous d'assumer votre choix. Ainsi, même si les conséquences ne sont pas celles que vous espériez, restez déterminé et continuez d'avancer. Une réaction négative n'engendrerait au contraire que de la déception et de la frustration. Et dernier conseil, le conseil numéro 6, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Personne ne réussit tout ce qu'il entreprend. Acceptez le fait qu'en prenant cette décision, vous pouvez échouer et vous pouvez vous tromper. Si cet échec arrive, ne le voyez pas comme une fatalité, mais plutôt comme une leçon qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif. Grâce à cet état d'esprit, M. Piccini nous dit « Vous avancerez 10 fois plus vite vers votre but ». Et il nous dit en terminant, je dis toujours qu'il faut avoir le courage de passer à l'action et de sortir de sa zone de confort. Aller au-delà de l'indécision pour accomplir ses objectifs est un acte fort. Avant de terminer, Pierre, peut-être rappeler le titre de l'article. On mettra bien sûr dans notre site web, là, oui. Les gens qui voudraient relire, les conseils et tout. Oui, alors ça s'appelle l'indécision, 2 petits points. Qu'est-ce que c'est et comment s'en sortir? C'est sur le site maxpiccini.com. Oui, merci. Reste pas trop loin car très bientôt, on fait un espresso en prolongation. Alors, on va t'écouter encore. Je vais essayer de me décider là-dessus. Ben oui, puis j'espère que les gens vont vouloir rester à tes lèvres, bien accrochés à tes lèvres. D'accord. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. On est maintenant rendu au segment un peu spécial de cette semaine. C'est rare qu'on fait ça, Pierre, mais c'est... À la demande générale? Oui, à la demande générale, c'est l'espresso en prolongation ou l'espresso en rappel. Alors, les gens qui sont habitués à ta voix vont te reconnaître encore une fois. Ton sujet pour ce segment, c'est les conspirationnistes ont-ils raison? Oui, on sait que les conspirations, les amateurs de conspiration, ou ceux qu'on appelle les conspirationnistes, il me semble qu'il y en a de plus en plus avec, on dirait que l'avènement du web a fait multiplier les activités. Puis depuis la pandémie, là, ça a beaucoup fait exploser parce que justement, il
il y avait beaucoup de théories comme quoi c'était pas vrai ou c'était vrai, ou les pharmaceutiques veulent faire ci, veulent faire ça. Oui. Je pense que ça a comme fait exploser les conspirationnistes. Oui. En fait, tu vas voir dans l'article que j'ai trouvé, on va en parler même de l'aspect de la COVID. En fait, ça n'a pas fait exploser les conspirationnistes, mais les idées de conspirationnistes. Exactement, oui. C'est ça, je veux dire. Oui. Alors, si on regarde tout simplement, comme je fais à l'occasion, des fois, je vais sur le site Wikipédia pour avoir une définition. Et ce qu'on nous dit sur le site Wikipédia, c'est qu'une théorie du complot est une théorie qui explique un événement comme résultat majoritairement d'un complot, c'est-à-dire d'une action planifiée et dissimulée d'une ou plusieurs personnes en vue de nuire à une ou plusieurs autres personnes. C'est dit comme ça, c'est simple. On comprend bien. Même moi, j'ai compris. Ben oui, hein? C'est bon signe. Oui. Alors maintenant, dans un article que j'ai trouvé sur Internet, on va plus loin et on regarde qu'est-ce que les psychologues ont à dire des conspirationnistes. Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur le site fr.inmind.org et ça s'appelle « Les causes psychologiques et sociales du complotisme ». C'est un article écrit par un monsieur du nom de Pascal Wagner-Egger, qui est chercheur en psychologie sociale en Suisse. Alors, ce monsieur Wagner-Egger nous dit qui n'a pas entendu parler des théories du complot. John Kennedy aurait été assassiné par la CIA, Michael Jackson ne serait pas mort, les attentats terroristes seraient de faux attentats islamistes créés par les services secrets, le coronavirus aurait été créé en laboratoire et volontairement disséminé dans le monde, et etc. Sauf que ça, sans être conspirationniste, il y a quand même eu des témoignages, il y a quand même eu des documentaires sur ça, comme quoi ça aurait pu être un peu... Mais je pensais que tu allais parler aussi d'Elvis et de John Lennon. Tu y arrivais, OK? J'étais justement pour faire une blague avec Elvis Presley, ouais. Mais il me semble que ça fait longtemps qu'il y en a qui disent, par exemple, qu'on leur a aperçu qui travaille dans un Burger King, par exemple, dans la région de Memphis, etc. Et John Lennon, lui, il serait sur une île déserte, genre. C'est ça. J'en ai aucune idée. Ouais. Des événements bien tristes, au fond, quand on y pense. Oui, absolument. Alors, je continue ma lecture. Alors, ce monsieur Wagner-Egger nous dit, bien qu'elle soit sans doute vieille comme le monde, les théories du complot fleurissent de nos jours, en envahissant notamment ce nouvel hypermarché des idées que constitue Internet. Une étude récente à propos de la pandémie de COVID-19 a montré qu'une proportion non négligeable de gens croyaient à différentes affirmations complotistes. Par exemple, le fait que le coronavirus aurait été créé en laboratoire en Chine est partagé par 22,5% de la population dans des échantillons représentatifs en Angleterre et aux USA. En Irlande, c'est 26% qui adhèrent à cette thèse. Au Mexique, 33% et 37% en Espagne. D'autre part, les documentaires conspirationnistes et les faux experts ont rassemblé des millions de vues sur le net pendant la pandémie. Voici les principales explications avancées en psychologie pour comprendre le succès de ces croyances. Par exemple, complots et théories du complot. Si les complots, entendus comme des actions secrètes menées par un groupe d'individus dans un but malveillant, ont de tout temps existé dans l'histoire, les théories du complot sont par contraste définies par le psychologue Robert Brotherton comme des allégations non vérifiées et sensationnalistes de complot à propos d'événements d'importance survenant dans le monde. En effet, la grande différence entre les théories du complot et les complots avérés est d'ordre méthodologique. Les vrais complots sont mis à jour par des enquêtes et des preuves directes, comme par exemple par des aveux, des documents, etc., de la part d'enquêteurs professionnels, comme des journalistes d'investigation, des procureurs, des lanceurs d'alerte professionnalisés sur un sujet particulier, etc. Tandis que les théories du complot ne sont justifiées que par l'existence de données erratiques, comme par exemple des anomalies apparentes de la version officielle. Ces dernières ont dans la plupart des cas une explication officielle, mais même en l'absence d'explication, elles ne pourraient constituer des preuves devant un tribunal.
Par exemple, la seule présence d'un laboratoire dans la ville de Wuhan, pardonnez mon chinois, donc cette ville de Chine, donnée comme élément troublant en faveur de la théorie du complot, est loin de constituer une preuve de son implication dans la création et la dispersion du virus, qui reste cependant possible, mais à démontrer. Seule une enquête est à même de statuer sur ce point, et cela dans un sens ou dans l'autre. Et si je peux me permettre, Pierre, ça peut-être aussi alimenter la théorie, c'est qu'il y a eu peu de collaboration des autorités chinoises. Tu sais, il y avait une espèce d'enquête internationale pour savoir est-ce que effectivement ça venait de quelque part. Puis il y a eu comme beaucoup de difficultés à avoir l'information, fait que ça doit alimenter quand même le doute. Là, ça doit alimenter. Chez plusieurs personnes. Il faut dire que les Chinois ne sont jamais très, très collaborateurs non plus. Ça aide pas. Là, non. Ouais. Alors, les théories du complot sont donc des accusations graves, voire très graves, comme des accusations de mensonges, de fraude, jusqu'à l'appartenance à des réseaux criminels pédophiles et de meurtres de victimes innocentes par de faux attentats terroristes, toutes sans preuve suffisante. En termes juridiques, cela relève de la calomnie et de la diffamation, même si le présumé coupable est tout de même coupable. Ces préceptes scientifiques et juridiques devraient nous amener à nous méfier des théories du complot et à ne pas les partager et les transmettre sans retenue, notamment sur Internet. Et ce qui est de plus en plus, je trouve que de la fausse information, ça devient des fois difficile de déceler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Hein? Faut se méfier. Oui, c'est vrai que c'est difficile de partager le vrai du faux sur Internet. Ouais. En plus, il y a toutes ces fausses photos, ces photomontages, etc. Avec l'IA et tout ça, l'intelligence artificielle, on peut faire dire bien des choses à bien des gens. Hein? Oui. Alors, M. Pascal Wagner-Egger nous dit « Depuis des décennies, mais plus intensivement depuis 2008 environ, les psychologues ont mené des centaines d'études afin de savoir qui sont les gens qui croient plus ou moins aux théories du complot et pourquoi nous sommes tous passibles d'y croire dans une certaine mesure sur l'aspect attirant de ces théories et comment lutter contre cet attrait. Le premier résultat d'importance est qu'un des meilleurs amis de la croyance à une théorie du complot est la croyance à une autre théorie du complot. Dans les centaines d'études qui mesurent l'adhésion à plusieurs théories du complot, on trouve systématiquement des corrélations positives assez élevées. Plus quelqu'un croit à une théorie du complot, et plus cette personne aura tendance à croire à une autre théorie du complot, ce qu'on appelle la mentalité conspirationniste. Il s'agit néanmoins d'un raisonnement relativement logique, bien que totalement exagéré. Soit si un gouvernement peut faire une action aussi immorale et grave que fomenter un faux attentat terroriste contre sa propre population, alors ce gouvernement sera prêt à perpétrer tous les complots et les gouvernements des autres pays seront capables d'en faire de même. On peut résumer l'explication du grand succès contemporain des théories du complot par trois grandes catégories de causes. Premièrement, les causes sociales, deuxièmement, les causes psychologiques et troisièmement, les causes communicationnelles. Concernant les dernières, elles renvoient à l'attrait narratif des récits complotistes, c'est-à-dire à témoin des nombreux films et séries qui mettent en scène des complots, comme par exemple la série de films de Matrix ou Le Labyrinthe, où il y avait la série Game of Thrones. Il y avait aussi le film Da Vinci Code et plus encore, ainsi qu'à la formidable caisse de résonance pour toutes les rumeurs et croyances infondées que constitue Internet. Sur ce sujet, les personnes complotistes s'informent en priorité sur Internet et les réseaux sociaux en lieu et place des médias traditionnels. Et surtout, ils vont peut-être pas recontre-vérifier ailleurs. Tu sais, c'est bon d'avoir plusieurs sources d'informations. Fait que si on se dit, si on voit la même chose partout, ça doit être que c'est vrai, la nouvelle. C'est vrai. Ou peut-être qu'il y a une théorie du complot qui nous plaît et puis qui adonne avec nos opinions. Donc, peut-être qu'on est moins intéressé de creuser. On dit souvent que les gens restent dans leur chambre d'écho. Là, ils écoutent un peu ce qu'ils veulent entendre, puis les algorithmes font que c'est ça qui va arriver. Là. Oui, sûrement. Alors, M. Wagner-Egger nous dit « Le fait que les thèses complotistes sont séduisantes pour notre esprit est expliqué au niveau psychologique par l'existence d'une série de biais de raisonnement caractéristiques d'une forme de pensée intuitive par opposition à la pensée analytique et rationnelle. »
Une indication de l'intervention de la pensée intuitive est que les croyances aux théories du complot sont fortement corrélées aux croyances paranormales, pseudo-scientifiques, superstitieuses et plus. D'autres causes psychologiques relèvent de la personnalité. L'adhésion aux théories du complot peut également être favorisée par une personnalité plus anxieuse et plus paranoïde, comme par exemple la paranoïa non clinique, ou une méfiance envers les autres et leurs intentions, un sentiment d'être observé, etc. Et encore plus schizotypique, ça veut dire avoir des pensées irrationnelles et des attributions d'intentions hostiles aux autres. Tout ça plus que le reste de la population. Il semblerait également que la personnalité des personnes adhérant aux théories du complot soit plus narcissique et immodeste ou manifeste un plus grand besoin d'unicité en raison peut-être d'une plus faible estime de soi. Néanmoins, une partie de ces facteurs de personnalité peut sans doute être expliquée par des causes sociétales, les problèmes psychiques étant plus répandus dans les groupes défavorisés de la société. Au niveau social, le principal complice des croyances aux théories du complot est ce qu'on appelle l'anomie. Ce concept sociologique désigne plusieurs phénomènes comme la méfiance et le ressentiment envers les politiciens et le sentiment qu'ils ne s'inquiètent plus du sort des citoyens, le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur sa vie, etc. Ce sentiment et les croyances aux théories du complot sont plus forts dans les groupes défavorisés de la société, soit aussi dans les minorités ethniques ou avec les personnes avec un bas niveau d'éducation ou un bas statut socio-économique, ou encore appartenant à des groupes sociaux marginalisés. Alors, je vais m'arrêter ici. Oui, merci Pierre pour ce sujet. Les conspirationnistes ont-ils raison? On mettra la référence sur notre site web, justement, c'est les gens qui veulent lire l'article, sur le site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à l'émission. Et c'est les conspirationnistes ont-ils raison? Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, je tiens à remercier notre collaboratrice Catherine Stassin qui était avec nous en début d'émission. Son sujet, la communication implicite. Je te remercie Pierre pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue mon cher. Ainsi que pour plusieurs fois cette semaine, pour l'espresso et l'espresso allongé, tu nous parlais de sortir de l'indécision et tu nous as aussi fait un espresso en prolongation où tu posais la question, les conspirationnistes ont-ils raison? Alors merci pour tout ça cette semaine. Bienvenue. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.